Deux invités donc sur le plateau du 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Je vous présente dans un instant, mais pour évoquer d'abord le sujet polémique, c'est la culture est-elle devenue une industrie comme une autre? Qui finance la culture aujourd'hui en France? La fameuse exception culturelle française est-elle encore une réalité? Alors les deux auteurs de ce livre, Main basse sur la culture, sous-titré Argent, réseau, pouvoir aux éditions La Découverte, je vous les présente. Mickaël Moreau, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste, vous avez écrit plusieurs essais avant celui-ci, entre autres Le gouvernement des riches et Les gourous de la com, tous les deux aux éditions La Découverte. En face de vous, le co-auteur du livre, Raphaël Porrier, bonsoir. Vous êtes journaliste indépendant dans le secteur de la culture et donc co-auteur de Main basse sur la culture. Alors c'est difficile de résumer un livre aussi dense, 300 pages, 10 chapitres qui évoquent pêle-mêle la télévision, le cinéma, je les cite rapidement, le théâtre, la musique, le disque, les nouveaux acteurs d'Internet, les prédateurs comme vous les appelez, et les rapports aussi entre la culture et la politique. Première question pour vous, il y a quand même à la lecture du livre une certaine, Mickaël Moreau, une certaine nostalgie. La culture, c'était mieux avant en France ? Pas forcément. Ce que l'on raconte, c'est qu'il y a aujourd'hui des nouveaux financements. Ouais. Il y a un enjeu très fort parce qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, des nouveaux prédateurs qui ont des ambitions hégémoniques comme Google, Amazon, Netflix, et que ça remet en cause du coup un système qui a été mis en place en partie dans les années 80 de financement de la culture. Alors justement, l'argent, le financement, c'est le nerf de la guerre. Qui dit culture en France pense assez rapidement à subventions publiques, argent au rôle de l'État. Ce financement public, il va diminuer en France, ça va continuer. Il diminue et il va diminuer. La sphère privée prend une place de plus en plus importante, parce que l'État se désengage malgré tout ce qui peut être dit. Voilà, c'est une évolution inéluctable. On va reparler tout à l'heure des rapports entre la politique et la culture. On verra que le gouvernement socialiste a déçu en fait les tenants, les défenseurs de la culture en France, entre autres d'ailleurs pour une raison budgétaire, puisque les budgets ont reculé. Ouais. Mais aujourd'hui, qui a le pouvoir en France? C'est qui ces réseaux et le pouvoir de la culture aujourd'hui en France? On raconte notamment du coup comment l'industrie a pris progressivement le pouvoir par rapport à l'argent public. On remonte notamment aux années 80 puisque ce sont des années très importantes où avec un énorme ministère qui avait été créé, avec Jack Lang à sa tête, beaucoup d'argent public et en même temps un paradoxe puisque c'est dans ces années-là qu'a commencé l'industrialisation finalement de la culture dans un peu tous les domaines. Dans la musique, on parle des contrats un peu mirobolants des artistes à cette époque-là, l'arrivée des radios privées musicales qui ont amené un certain formatage de la culture. Ouais. Et le grand tournant aussi, c'est la privatisation de la première chaîne de la télévision, c'est-à-dire de TF1. Ça, c'est un grand tournant dans la politique culturelle française. C'est un tournant majeur qui a été très bien négocié à l'époque parce qu'il y avait un ministère de la culture qui était très fort, incarné par Jack Lang, et qui a réussi à avoir des contreparties absolument incroyables qui seraient impossibles d'avoir aujourd'hui, notamment dans le financement du cinéma, par exemple. Et c'est tout un système qui a été créé à ce moment-là, qui aujourd'hui arrive à bout de souffle, notamment parce que les frontières ne sont plus imperméables et qu'il y a des acteurs, par exemple du net, des géants américains, qui eux veulent nous faire changer cette manière de consommer la culture. Sur TF1 aussi, on raconte comment l'expression du mieux-disant culturel avait été créée par notamment le ministre de l'époque, François Léotard, que l'on a rencontré assez longuement pour ce livre. Oui, que vous avez rencontré une centaine de personnalités. Voilà. Et il nous raconte notamment comment il avait créé cette expression du mieux-disant culturel pour TF1. TF1 était vendu aux enchères, mais sur des enchères culturelles. Plus on apportait de l'ambition culturelle, plus on avait des chances de remporter TF1. Et il nous raconte comment aujourd'hui il ne regarde plus TF1. Il a été déçu par ça. D'une certaine manière, il regrette peut-être la privatisation de TF1. Il dit qu'il ne regrette pas l'opération en fait en elle-même, puisqu'il fallait selon lui un acteur fort dans le privé, dans la télévision, mais il regrette que le cahier des charges selon lui n'ait pas été tenu. Alors c'est à cette époque-là justement que le cahier des charges concernant les chaînes de télévision est très important pour le financement du cinéma, puisque vous y avez fait allusion. C'est à ce moment-là que les chaînes de télévision ont l'obligation d'investir dans le financement du cinéma. Et vous dites qu'aujourd'hui, l'arrivée de groupes comme Google, Amazon, Netflix pourrait justement casser ce système de financement, puisqu'elles n'ont pas ces mêmes obligations, et qu'en plus elles ne payent pas d'impôts en France, ou très peu. Exactement. Donc c'est un système qui, comme je le disais, est à bout de souffle, et qu'il est impératif de renouveler. Le seul problème, c'est qu'il a quand même fait ses preuves. On voit la situation de la culture en France, ne serait-ce que le cinéma français qui se porte
tellement mieux que ses camarades italiens ou espagnols. On voit que ça fonctionnait. Et donc, c'est très difficile d'y toucher parce qu'on a peur de tout mettre par terre. Alors justement, les grands groupes que j'ai cités, Google, Netflix, vous les appelez les prédateurs, mais est-ce que finalement c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour la culture en France ? Alors, ça dépend en fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent menacer des acteurs français parce qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes règles. En face, ce qui nous a surpris en faisant cette enquête, c'est que finalement les politiques ont l'air souvent dépassés par ces acteurs. On a une date qui est un peu une sorte de tournant, qui est l'été 2009, lorsque la BNF annonce vouloir laisser la numérisation de ses ouvrages. La Bibliothèque nationale de France à Google. À cette époque-là, il commençait à y avoir une petite prise en compte attention, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est très très progressif. Et on raconte aussi du coup les relations entre d'abord Nicolas Sarkozy et Google, qui sont d'abord très violentes. Très orageuses. Enfin, il reçoit le patron de Google dans son bureau et il l'engueule en fait. Exactement. Il faut investir en France. Exactement. Et puis après, finalement, les relations sont de mieux en mieux, et même la taxe Google entre guillemets que Nicolas Sarkozy avait voulu faire, elle a disparu. Elle passe à la trappe. Et comment aujourd'hui les relations entre Google et François Hollande sont quasi inexistantes. Ouais. Mais donc, au bout du compte, ces grands groupes américains ne pourraient devenir une chance pour la culture qu'à condition qu'elles soient soumises aux mêmes obligations que les chaînes de télé l'étaient jusqu'ici. Oui. Et ça, il faut que le pouvoir politique l'impose à ces groupes. On est loin du compte. Est-il seulement encore assez puissant, puisque c'est notamment l'inquiétude de Jean-Marc Ayrault, qui était encore Premier ministre lorsqu'il nous a reçus, qui nous disait, mais ces groupes-là, ils vont progressivement devenir plus puissants que les États. Et d'où sa grande inquiétude. Un mot sur le théâtre, qui fait partie, qui a un chapitre à lui tout seul. Vous dites que des hommes d'affaires aujourd'hui ont pris en fait d'une certaine manière le contrôle, en tout cas du théâtre privé, mais d'une bonne partie du théâtre en France. Ils s'intéressent de plus en plus au théâtre, ils veulent racheter de plus en plus des théâtres, des groupes comme Lagardère, des groupes de médias également, parce que finalement le divertissement, l'entertainment entre guillemets, c'est rentable. Et après, il faut voir du coup, ça apporte des financements pour ces théâtres évidemment. Donc ça peut être aussi une bonne chose. Après, il faut voir ce qu'ils en font en termes de programmation, si ça change, si ça a des conséquences. Oui. Et puis, il y a quelque chose d'essentiel aussi, c'est que ça ne se télécharge pas. Alors, il y a aussi un chapitre très intéressant, je vous dis, il y en a une dizaine, mais c'est la culture, ce que vous appelez pompier de la désindustrialisation. C'est en fait la culture qui est vécue comme le moteur d'une ville ou d'une région. Et on voit que ça a marché pas mal dans certaines villes. Vous donnez l'exemple de Nantes, vous donnez l'exemple s'il vous plaît, Jean-Marc Ayrault, qui était l'ancien Premier ministre français et qui était maire de Nantes pendant de nombreuses années. Alors, est-ce que le développement d'un musée, par exemple comme le Mucem à Marseille, c'est automatiquement synonyme de bienfait pour la ville, ou est-ce que parfois c'est un peu l'arbre qui cache la forêt? Vous parlez par exemple de l'exemple de Bilbao en Espagne. Alors voilà, tout dépend. Il y a musée et musée. Il y a un musée imposé par le gouvernement comme le Mucem à Marseille qui marche quand même bien. Oui, mais dont la mairie ne voulait pas au départ. Parce que c'est un musée parisien qui a été importé à Marseille. Ou alors il y a d'autres modèles comme le Louvre-Lens qui permet de relancer la région. Le modèle Bilbao, oui, ça peut être l'arbre qui cache la forêt parce que on s'y rend essentiellement pour l'architecture magnifique du lieu, mais la qualité des expositions à l'intérieur est moindre. Et ce qui est assez étonnant quand on a fait ce chapitre-là aussi, c'est que donc on a été reçu par Jean-Marc Ayrault, qui était à l'époque encore Premier ministre, qui lui avait misé à Nantes effectivement sur la culture pour relancer la ville, la région. Il est arrivé à la tête de Nantes à la fin des années 80 quand les chantiers navals fermaient, donc il y avait une catastrophe sociale. Il y a répondu par la culture. Et finalement, c'est l'inverse de ce qu'il a fait quand il était Premier ministre, où il a baissé le budget de la culture à partir de 2012. C'est peut-être plus facile de gérer une ville que la France, peut-être. Peut-être, mais alors que vraiment il avait une vision différente à la tête de la ville et à la tête du gouvernement. Et c'est Raphaël aussi que les Français, pour le gouvernement, auraient eu du mal à entendre, c'est-à-dire de privilégier la culture quand tout le monde doit se serrer la ceinture. Mais c'est un choix totalement différent qui a été fait dans les années 80, où Jack Lang, lui, a eu plus d'argent lors de la crise à partir de 1983. Il a eu un budget en augmentation. Alors, il y a beaucoup d'autres choses dans ce livre. Les castings, les agents des comédiens, pour ceux que ça intéresse, c'est passionnant. Le rôle du mécénat aussi, le boom des festivals, on pourrait en parler. Mais vous mettez les pieds dans le plat aussi d'un point de vue politique, parce que vous posez carrément la question, la gauche a-t-elle trahi la culture ?
Qu'est-ce que vous répondez à cette question-là? Cette question, elle se pose parce que on a rencontré donc aussi beaucoup d'artistes, des comédiens, directeurs de théâtre, etc. Beaucoup qui ont soutenu François Hollande en 2012 et beaucoup qui nous ont dit qu'aujourd'hui ils étaient déçus parce qu'ils ont donc le budget non seulement a baissé, mais aussi et assez vite dans le courant de la campagne, ils se sont aperçus et surtout après que François Hollande s'intéressait très peu à la culture. Vous parlez d'un vrai divorce, d'un grand divorce avec François Hollande. Oui, c'est-à-dire qu'ils nous ont fait part de cette déception, alors que paradoxalement, la droite finalement avait augmenté le budget de la culture, et Nicolas Sarkozy, y compris pour des raisons d'image, avait beaucoup essayé de traiter, entre guillemets, les artistes, les recevait beaucoup à déjeuner, faisait des déjeuners thématiques. Ce que François Hollande ne fait absolument pas. Ce que François Hollande fait beaucoup moins. Alors, encore un mot sur le bilan de Jack Lang. Il est globalement positif, malgré quelques zones d'ombre. Oui, son hyperactivité a été très efficace. Il a lancé énormément de pistes. Après, voilà, il peut y avoir ça et là. Ça a un peu figé une situation en fait. Et chaque ministre de la Culture depuis doit se présenter en fonction de l'héritage Jack Lang. Alors c'est vrai quand on pense en France ministre de la Culture, on pense André Malraux et Jack Lang, et puis après on ne sait pas trop. Il avait la longévité, l'argent aussi, c'est-à-dire qu'il avait de quoi dépenser de l'argent au sein de son ministère, et du coup il a dépensé beaucoup. Et vous posez une question qui sera la question de la fin. Est-ce qu'on pourrait supprimer le ministère de la Culture ? Alors, ça c'est une question que certains ministres de la Culture même se sont posés, comme Jean-Jacques Ayagon, mais il nous a dit que finalement il regrettait cette petite phrase. En tout cas, c'était pas du tout ce qu'il voulait dire. C'est une sorte de petite provocation qu'il avait faite à l'époque dans un article du Monde. Après, finalement, c'est quand même important qu'il y ait. Symboliquement, c'est très fort d'avoir un ministère de la Culture. Donc, c'est difficile de s'en passer. Après, on raconte comment Jack Lang avait su créer un énorme ministère et comment aujourd'hui ce ministère est peau de chagrin. Et on voit qu'en France, la culture passe encore beaucoup aussi par la personne du président de la République, peut-être moins cette fois-ci, mais jusqu'ici, beaucoup. Merci beaucoup, Mickaël Moreau et Raphaël Porrier, d'être venus parler de ce livre Main basse sur la culture.